Donc ce matin, on avait dit qu'on ferait quelques exercices que vous avez entendu parler les uns et les autres. Et ça peut être très utile. Donc on va faire maintenant un, deux ou trois de ces exercices, ça dépend du temps que ça va. Donc le premier exercice que je vous suggère, c'est de le faire systématiquement chaque fois que vous vous asseyez pour méditer. Ça s'appelle évacuer les souffles résiduels. Donc en fait, chaque fois qu'on s'assoit pour méditer, on ne s'en rend pas compte, mais on vient avec des tensions. Il faudrait une espèce de ça, c'est pour passer de l'un à l'autre. Hop, on a couru, on a fait ce qu'on avait à faire, on a libéré du temps, et puis ça y est, on est prêt à méditer. Mais même si c'est le matin, il y a des tensions accumulées la nuit ou d'avant, il y a toujours un petit peu de tension, d'émotions, de choses qui sont restées en nous, comme une sorte de charge. Comme ça. Donc il faut vider tout ça. Donc pour s'en débarrasser, on s'assoit correctement dans la posture de méditation, on pose les mains sur ses genoux, comme ça. Vous voyez pas là, voilà, c'est comme Élise, on pose les mains sur ses genoux. Ça va tout le monde. Alors le principe, c'est qu'on va fermer ses mains et les ouvrir plusieurs fois de suite en accompagnant la respiration. Donc chaque fois qu'on va fermer ses mains, on va d'abord placer le pouce à la base de l'annulaire et on fermera ses mains par-dessus comme ça. D'accord ? Et chaque fois qu'on va les ouvrir, on les ouvrira lentement comme ça, de cette façon-là. Tout le monde voit ? Donc quand on va inspirer l'air, on fermera les mains. Et vous voyez, c'est très 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 lent, surtout pour des personnes qui respirent très lentement. C'est-à-dire que je commence au début de mon inspiration, et à la fin de mon inspiration, mon point est fermé. Pour l'expiration, c'est exactement pareil dans l'autre sens. Je commence au début de l'expiration, et à la fin de l'expiration, ma main est ouverte. Donc, j'ai les mains posées sur les genoux. J'explique, puis comme ça, on va le faire après. Donc, la première fois, j'inspire en fermant mes deux poings, comme ça, posés sur mes genoux. Là, en plus, là, c'est très facile, parce que avec toutes les bonnes vibrations émises par mes voisins et voisines, c'est vrai, vous sentez pas, si vous le sentez, c'est bon. Toutes les bonnes vibrations émises par les statues sont toutes chargées. Padmasambhava, qui est là, immense. Bouddha, bien sûr, les tankas, tout ça. Donc là, c'est d'autant plus facile à faire. Tout ça, ça rentre en nous avec l'inspire. Et quand on va ouvrir, ça la première fois, on va évacuer par le bout des doigts, on va visualiser qu'on évacue toutes les tensions accumulées dans le passé. Tous les problèmes du passé qu'on a qui nous ont pris la tête, on s'en débarrasse. Ça sort par le bout de nos doigts. Et ensuite, on recommence une deuxième fois. Et ensuite, pareil, on ouvrira les mains, les doigts vers le sol, un petit peu en pente vers le sol, en visualisant que les tensions de la période actuelle quittent notre corps. Ça se pend. Et ensuite, on le fait une troisième fois, en imaginant que pour l'avenir, toutes les tensions qui pourraient venir dans l'avenir, qui sont potentiellement en nous, qui pourraient éclore en nous pour revenir dans l'avenir, sont évacuées par le bout de nos doigts. Alors sinon, tout le monde comprend le mouvement. Donc très lentement, vous pouvez éventuellement, vous voyez, avoir sur les 3 fois une respiration très très légèrement un peu plus profonde à chaque fois.
Vraiment, on nettoie tout l'intérieur. On change tout l'air qu'il y a dans nos poumons. Et sinon, il y a deux remarques à faire, parce que des fois, il y a des personnes... Alors, c'est dans le conscient ou c'est dans l'inconscient? Il y a des personnes qui pensent des fois qu'à cause de ça, elles envoient les tensions sur les voisins. Ils ont été gentils, les voisins, ils avaient pas de vibration, mais du coup, comme il y a l'autre qui est assis très très près, il risque d'être contaminé par mes propres tensions. Des fois, c'est même pas conscient. Des fois, c'est une habitude de l'inconscient. Et donc, il faut avoir quelque chose en tête, c'est que en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le sol, c'est un peu comme des esprits avides. C'est des formes de vie qu'on ne peut pas voir, nous, et qui s'en nourrissent de ce qu'on évacue. C'est comme les jardiniers. Pour que le jardin il donne de bons fruits, etc. Des fois, on met des matières, ça sent pas bon, c'est pas terrible. Mais du coup, ça donne un bon jardin. Ça régénère la terre, etc. Mais là, c'est pareil. Il n'y a aucun problème. En faisant ça, on nourrit en plus une forme de vie qui existe. Ça, c'est la première remarque. Alors, il y a une seconde remarque. Certains peuvent se dire que finalement, il y a trop de tension quand même. Il y a trop de choses et qu'ils n'ont pas assez de leurs 10 doigts. Mais comme on n'est pas de Chenrezig, parce que si on a 1000 bras, ça fait 10 000 doigts, là, on peut évacuer les tensions, c'est avec de Chenrezig. Mais nous, on ne peut pas. On a que... Ah, si, il y a le doigt de pied. Enfin, ça ne marche pas. C'est juste le bout des doigts. Donc, si vous pensez que vous avez trop de tension et que le bout des doigts n'est pas suffisant, c'est pas grave, parce que à ce moment-là, ça sort par tous les orifices. Tout. Le nez, la bouche, les oreilles, même les pores de la peau. Ça sort de partout, en fait. C'est évacué dans tous les ouvertures, même minuscules, les ouvertures. Ça sort. Ça va? Tout le monde a bien compris l'exercice? On essaie de le faire ensemble? Ouais. Alors, chacun a son rythme. Hein. Moi, je respire assez rapidement. Il y en a qui respirent aussi très vite. Il y en a d'autres qui respirent plus lentement. Surtout, faites-le à votre rythme. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions avant de faire? Vous avez bien compris? Oui? Est-ce que tu peux juste répéter succinctement les trois pensées à avoir? Oui. La première, j'évacue toutes les émotions, les perturbations émotionnelles, tout, qui viennent du passé. La deuxième, c'est pour toute la période actuelle. Ça concerne le présent. Et la troisième fois, c'est pour l'avenir. Ça se préserve pour l'avenir. Fais ça les yeux fermés, faire ouvert. Alors, les deux sont possibles. Quand on peut faire les deux. C'est bon, on y va? Allez, c'est parti. Chacun son rythme.
sentez l'apex qui s'installe comme ça, avec cet exercice. Tout le monde a terminé. Donc rien que cet exercice déjà, c'est comme une sorte de sas. On passe d'un état à un autre état. Et après on peut plus sereinement commencer son travail, le travail qu'on a pris. Donc il y a une information que je vais vous donner. J'ai expliqué ça des fois les autres années. C'est par rapport aux visualisations et à la puissance des visualisations. En fait, il faut comprendre que c'est une puissance, mais vraiment incroyable. C'est un levier, on n'imagine pas. Il y a des expériences qui ont été faites par les neuroscientifiques. Et une expérience intéressante, c'est celle du vélo. On demande à quelqu'un de faire du vélo, et cette personne a des capteurs, je ne sais pas quoi, enfin ça fonctionne. On regarde partout à l'intérieur de lui, qu'est-ce qui se passe. Et donc on peut identifier effectivement les zones du cerveau qui rentrent en activité pendant toute la durée de cette activité. Et donc il n'y a aucune erreur possible, on sait parfaitement quelles sont ces zones du cerveau qui se... Donc, c'est-à-dire une zone du cerveau qui rentre en activité, il y a donc quelque chose qui se joue sur le plan physique. On est d'accord? Sur le plan matériel. Et après, la personne est assise confortablement. Plus tard, à un autre moment, on lui remet tous les capteurs et on lui demande d'imaginer, de visualiser tout ce qu'il a fait quand il a fait du vélo. Et ce qui est incroyable, c'est que les mêmes zones rentrent en activité. C'est-à-dire que c'est sur le plan matériel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on est capable de faire des visualisations, on va générer des mouvements de notre corps, même si c'est à des... on ne peut pas le voir, c'est microscopique ou autre, ou sécrétion de substances au niveau de notre cerveau. Nous, on n'en a pas conscience. Mais notre cerveau bouge, les neurones bougent, les connexions se font, se défont. Vous savez, quand il y a des connexions entre les neurones, c'est une activité électrique, mais ça génère des substances chimiques. L'acétylcholine ou d'autres, je n'ai plus trop ça en tête, mais il y a des études qui ont été faites aussi et qui montrent des fois les bienfaits de certaines de ces substances sur notre organisme tout entier. Vous comprenez ça? Autrement dit, toutes ces techniques qu'on utilise, qui nous viennent du bouddhisme, elles sont incroyablement puissantes. Et c'est pour ça que Samatha est un enjeu vraiment essentiel. Et vous voyez, le Pakata Rinpoche, il le dit, il insiste. Et si vous regardez ses programmes sur Internet, il passe par là. Et il n'est pas le seul. C'est-à-dire que nous, si on fait des exercices comme ça, en imaginant, par exemple, si je me concentre sur une partie de mon corps, en imaginant qu'elle va mieux, si je ne suis pas bien, etc., peut-être ça fera des effets, peut-être pas, vous voyez. Mais celui qui a pratiqué Samatha, qui est capable de rester concentré sur un objet, s'il se concentre dans une visualisation, cette visualisation a une conséquence réelle sur le plan matériel et sur son corps. Et c'est pour ça que dans l'exercice sur évacuer les souffles résiduels, selon qu'on le fait, si on pense à autre chose, ou si on fait vraiment les visualisations, on peut ressentir des effets un peu différents. On peut être un petit peu mieux ou vraiment franchement bien. Tout dépend de notre capacité de concentration et de nos visualisations. Ça fait réfléchir, ça aussi. Ça donne envie même d'apprendre ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez entendu parler du terme plasticité cérébrale. C'est le mot. L'expression plasticité cérébrale.
Ça veut dire quelque part si, par exemple, j'ai un accident, si je perds un doigt ou une main, normalement, ça ne repousse pas. C'est clair. Mais par contre, c'est valable pour toutes les parties de mon corps, sauf pour le cerveau. Le cerveau, c'est la seule partie du corps dans laquelle on peut recréer des neurones toute sa vie et dans laquelle on peut recréer des connexions interneuronales toute sa vie. Donc, à partir du moment où le fonctionnement du cerveau a un impact sur le fonctionnement du corps, ne serait-ce que par les substances chimiques, les enzymes et autres. Je parlais de l'acétylcholine, mais j'aurais pu parler de la télomérase. C'est la télomérase, c'est enzyme, ça se dépose sur les cellules du corps et ça ralentit le vieillissement des cellules et ça développe les défenses immunitaires du corps. Donc à partir du moment où je peux modifier mon corps par mon travail de méditation, je peux modifier la sécrétion de ces substances au niveau de mon cerveau, je peux modifier le fonctionnement ou les maladies de mon corps. Ce n'est pas une croyance. C'est une réalité. Ce qu'il y a, c'est qu'à notre époque, ça, les scientifiques ont été capables de le mettre en évidence, mais avec des êtres un peu exceptionnels, comme Mathieu Ricard ou autres, parce que c'est des grands méditants. Mais la méditation, Mathieu Ricard, il n'est pas tibétain, il est français comme nous. Enfin, je veux dire, c'est à la portée de tout le monde. Ouais, il suffit de se mettre à travailler. Mais si on se met à travailler, bien sûr que ça fait du bien au mental, ça résout beaucoup de nos... des cinémas qu'on a dans la tête, qui n'ont pas vraiment de... Ça résout beaucoup de tout ça. Mais en plus, ça peut faire du bien à notre corps. Et on en a besoin. Pour se protéger de tout ce qui peut faire du mal, comme la pollution, des choses comme ça, ou l'alimentation, ou l'air qu'on respire. Même si les problèmes ne viennent pas de nous, mais de notre environnement, il faut être capable de résister à ces problèmes. L'air qu'on respire, la nourriture, l'eau. Voilà. Je dis ça comme ça, si vous n'étiez pas suffisamment motivé pour faire ça, c'est pour monter un peu... Ça va par rapport à ce que je viens de dire? C'est bon. Donc il y avait 2 autres exercices possibles. Je continue s'il n'y a pas de questions. Alors l'autre exercice qu'on a évoqué, c'est un travail très intéressant qui s'appelle la journée à rebours. Alors c'est à faire tous les jours, c'est possible. C'est comme un médicament, c'est la posologie. Et vous pouvez faire ça, par exemple, le soir, au moment de vous coucher. Alors, quand vous allez vous coucher le soir, au lieu de vous coucher, vous pensez à moi. En tout bien, tout honneur, parce que je ne veux pas avoir d'ennui avec vos conjoints. Vous pensez à moi et vous allez vous sortez de votre lit si vous êtes dans l'air. C'est pour ça qu'il faut prévenir la personne avec qui vous êtes. Il y a un problème. Vous allez vous asseyez sur votre... Vous pouvez le faire au lit, mais il vaut mieux être en posture de méditation. C'est de la méditation. C'est ce qu'on a dit, il vaut mieux être en posture. Et à ce moment-là, vous allez... Il ne faut pas que ce soit long, c'est très rapide, c'est un exercice court en fait. Vous allez revenir dans vos activités, mais 24 heures en arrière et à rebours. Par exemple, je donne un exemple. Par exemple, avant de me coucher, j'ai fait ma toilette. Avant, j'ai fait la vaisselle. Avant, j'ai mangé. Avant, j'ai fait je sais pas quoi, j'étais au jardin. Avant, j'ai pris le bus, je revenais à tel endroit. Avant, j'ai passé une demi-journée à tel endroit à faire ça. Avant, vous voyez, vous remontez comme ça, quelques minutes, il faut que ce soit rapide. 24 heures en arrière. Alors, si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, c'est pas grave, hein, vous arrêtez là où vous vous souvenez, la veille au soir à la même heure. C'est tout. Oui, c'est pas dur. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et c'est un exercice qui développe la mémoire et la concentration. Donc ça a un effet réel sur la mémoire et la concentration.
plupart des gens ici sont assez jeunes, mais vous verrez quand vous aurez mon âge, quand vous serez très près. C'est les personnes âgées qui disent ça. Vous verrez quand vous aurez mon âge. C'est quelque chose de très important. Conserver la clarté de son esprit. Préserver son esprit. Ne pas décliner. Des fois, pour expliquer ça, quand j'étais à la fac, je faisais de la formation, j'expliquais, c'est comme si on dégage les autoroutes d'accès à l'information. Vous savez, pour aller dans le stockage, où l'information est stockée, on dégage les autoroutes, ça veut dire qu'on on facilite les accès à l'information. C'est le contraire d'Alzheimer. Alzheimer, c'est bloqué, il y a un bouchon. La journée à rebours, c'est le contraire, c'est dégagé. C'est fluide, la circulation. C'est pour ça, je ne pense pas que ça puisse guérir d'Alzheimer, mais je pense que ce genre de pratique peut ralentir les progressions de ce genre de maladie, de dégénérescence cérébrale. Il faudrait vérifier, je pense qu'il y a eu certainement des recherches, mais il me semble que j'ai entendu dire ça, qu'on peut ralentir. Pas arrêter, mais ralentir. Donc nous, on peut faire comme ça, pour notre bien. Alors, si vous faites ça régulièrement, il peut y avoir... C'est pas une obligation, hein. Vous pouvez faire ça et réussir, sans signe de réussite. Le seul signe de réussite, c'est la clarté de l'esprit. Mais en plus, il peut y avoir 3 signes de réussite particuliers chez certains êtres. Ça dépend des karmas de chacun. Et donc maintenant, je vais vous donner les 3 signes de réussite possibles. Si vous faites l'exercice régulièrement. Donc le premier signe de réussite, si vous faites cet exercice régulièrement, vous pouvez voir une amélioration comment je vais dire, de votre mémoire. C'est-à-dire il y a des souvenirs de plus en plus détaillés. C'est comme un écran de télévision, que l'image est de plus en plus nette. Donc il est possible de fait que l'exercice prenne un tout petit peu plus de temps, parce qu'il y aura plus de détails. Mais il ne faut pas essayer de le faire au début, ça. Il ne faut pas essayer de le faire soi-même, parce que si on essaie de le faire soi-même, ce qui risque de se passer, c'est il y a des jugements, des émotions qui vont intervenir. Ah, j'aurais dû dire ça. Vous voyez, quand vous repassez, par exemple, vous avez un rendez-vous de travail, etc. Ah, j'aurais dû lui dire ça, j'ai oublié de lui dire et tout. Puis vous n'êtes plus dans l'exercice, quoi. Vous êtes dans les émotions, vous pensez à autre chose, quoi. Vous avez quitté, vous êtes parti, quoi. Donc ça n'arrive pas si vous le faites très vite au début. Par contre, le signe de réussite, c'est qu'effectivement, c'est beaucoup plus net dans vos souvenirs, l'entretien, etc. Mais il n'y a pas l'émotion, il n'y a pas le jugement. Il n'y a pas de risque de quitter la journée à rebours. Si vous faites comme ça, quoi. Court au début, et à ce moment-là, si c'est plus long après, c'est plus long naturellement. Parce qu'il y a plus de détails, parce que c'est plus riche. Ça, c'est le premier signe de réussite. Alors, il y a un autre chez certaines personnes. Encore une fois, on en a pas, ça n'a aucune importance, ça dépend des espoirs de chacun. Le deuxième signe de réussite, c'est que il est possible au moment, vous avez remonté comme ça dans votre journée, forcément, vous allez arriver au moment où vous êtes levé le matin. Vous verrez, c'est assez facile à tester ça. À ce moment-là, vous pouvez vous avoir comme un flash et vous souvenir des rêves que vous avez fait la nuit qui précède. Alors c'est sûr que quand on veut pratiquer le yoga du rêve, c'est tout à fait intéressant. C'est le plus important. Plus important. Ouais. Très important, plus important. Exercice numéro 1 à faire. Tu l'as beaucoup fait, donc. Ah oui. C'est grâce à la pratique de la journée à rebours que je connaissais pas du tout. J'étais allé à une de tes formations, j'ai fait cette... C'est important ce que tu dis, c'est important ce que tu dis. On va prendre le temps parce que... Un peu de publicité. Ça va. Comme il me fait de la pub. Si je suis méchante sur moi, je ne vais pas de non, ils n'entendent pas bien. Ça. Alors je vais essayer d'être bref mais clair. C'était lors d'une formation, je crois que c'était à La Réunion, et tu nous as donné cet exercice de journée à rebours. C'était dans une formation concentration et calme mental, donc il n'y avait même pas de question de... C'était très, voilà, c'était très
Et donc j'ai essayé. Au bout de 2 semaines, j'ai commencé à vraiment bien me souvenir de mes rêves, parce qu'on rêve tous, mais on ne se souvient pas forcément de ses rêves. Et j'ai commencé aussi très rapidement à me rendre compte que j'étais en capacité d'être conscient de mes rêves. Et bon, ça a duré un certain temps. Parallèlement, tu m'as accompagné sur le sentier de Samatha, et puis bon, il s'est passé des choses. Et à un moment, tu m'as suggéré de creuser cette question du yoga du rêve. Et donc, tout ça s'est enchaîné de façon... Donc ça marche. Donc il faut faire le sentier de Samatha, il faut faire la journée à rebours et il faut aller à Drop Gyuling pour être accompagné par Pierre. Mais c'est quoi qui marche? Ce qui marche, c'est de faire déjà ça, d'être en capacité d'aller sur le sentier et puis de faire aussi la journée à rebours, c'est complémentaire. Donc au-delà de la pub, c'est retenez bien ce qui vient d'être dit. Vous pouvez poser des questions à Ludovic, si vous voulez, sur sa pratique. Si tu veux bien. Ah mais ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Allez, vas-y. Oui, je voulais savoir si tu avais déjà eu l'expérience de modifier tes rêves sans avoir reçu la formation à ce sujet. Et aussi, j'avais une autre réflexion, c'est tu peux changer le cours du rêve. Donc en fait, si tu pratiques ça, je veux dire, la journée à rebours te permet de changer le cours du rêve aussi, non? Enfin, je veux dire, tu peux avoir la maîtrise de tout le rêve, en fait. C'est ça? Je ne veux pas monopoliser la parole, mais alors très rapidement, avant d'apprendre la journée à rebours, Samatha, etc., comme tout le monde, il m'est arrivé d'avoir des rêves lucides, et donc d'être conscient que je rêve. Ça a dû arriver normalement à tout un chacun un jour, de dire tiens, je suis en train de rêver. Mais c'était pas contrôlé, et puis c'était difficile d'avoir quelque chose de stable. Avec Samatha et la journée à rebours, j'ai appris à contrôler cette capacité, à décider ce soir, je vais pouvoir avoir un rêve lucide. Et parce que c'est grâce donc à la stabilisation et puis à la systématisation de cette capacité à se souvenir de ses rêves, parce que quand on se souvient de ses rêves, on voit en fait dans l'histoire de ses rêves des signes que l'on n'a pas à l'état de veille et qui nous permettent de repérer qu'on est en train de rêver. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant d'être en capacité de se souvenir de ses rêves de façon détaillée. Et avec la journée à rebours, c'est facile. C'est-à-dire qu'on n'a pas... parce que le matin, quand on se lève et qu'on a rêvé, souvent ça s'étire très rapidement. Donc ta deuxième question, c'était de savoir si j'étais en capacité de contrôler mes rêves. Ouais, alors ça, c'est déjà avec le rêve lucide, c'est donc la base du yoga du rêve. C'est possible. Au départ, c'est difficile. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. On peut voler, mais il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. Avec le yoga du rêve, on apprend à contrôler totalement son rêve, à le faire apparaître, disparaître, à faire apparaître, disparaître des choses, à réaliser des souhaits, à faire une infinité de choses. Donc c'est une des étapes du yoga du rêve. Et jusqu'à ce qu'on arrive à la claire lumière et la capacité d'être conscient de son sommeil. Donc c'est le yoga du sommeil, c'est après le yoga du rêve. Mais déjà, assez rapidement, on peut être en capacité de faire certaines choses. Et puis on se rend compte aussi qu'on a des blocages et qu'il y a des choses, alors qu'on sait qu'on est en train de rêver, et que c'est un peu comme un jeu vidéo. Et on voit qu'on a des blocages psychologiques qui nous empêchent de réaliser telle ou telle chose. Donc il y a toute une voie qui est proposée, qui est donc le yoga du rêve. Donc c'est un yoga tibétain, c'est très codifié. Et puis il y a plusieurs écoles qui proposent plusieurs voies. Et moi, celle que j'ai empruntée, c'est plutôt celle que Pierre m'a suggérée. Et c'est pas forcément quelque chose où il faut attendre d'arriver à un stade incroyable de gestion de ses énergies. C'est accessible à ceux qui veulent bien se donner le mal de le faire. Mais c'est pas inaccessible. Voilà. Est-ce qu'il y a un impact après sur ta vie quotidienne? Oui. C'est bénéfique. Oui, c'est bénéfique.
d'un point de vue, je suis désolé, Je crois que c'est intéressant. alors, c'est bénéfique d'un point de vue relatif, c'est-à-dire développer certaines, on va dire, psychologiques, la confiance en soi, on peut même s'entraîner à faire des choses, la prise de parole, il y a certains sportifs qui utilisent ça aussi pour s'entraîner, pour avoir une mémoire musculaire, etc. D'ailleurs, je peux le constater sur moi-même. Donc c'est vraiment moi l'axe que j'ai développé, hein, c'est la musculation. Et donc ça, c'est vraiment tout le plan relatif. Et aussi réaliser des choses incroyables. C'est-à-dire que on peut voir... bon, et moi, il m'est arrivé des choses extraordinaires dans mes rêves. J'ai pu voir des lieux que j'avais jamais vus, recevoir des enseignements que j'avais jamais reçus. Même, un exemple concret, il y a un jour où on m'a dit le mantra de Tara Verte que je ne connaissais pas. Et je me souviens, je l'avais parlé à Florence, et elle m'a dit c'est le mantra de Tara Verte. Et il y a ça, et puis là on est encore dans quelque chose je vais dire dualiste, mais et puis on peut aussi développer des choses un peu plus dans le haut du sentier, des choses que je ne vais pas inexprimables, mais plus sur liées à la poursuite de l'éveil. Et c'est un chemin aussi qu'on peut prendre pour l'éveil, mais c'est important de bien avoir les instructions pratiques. Parce que c'est un grand bac à sable, on peut faire ce qu'on veut, et puis on peut aussi, c'est comme dans le monde normal. Donc on peut se perdre dans la réalisation de ses souhaits. Mais c'est aussi sympa de faire ce qu'on a envie de faire. Voilà. Je vois qu'il y a encore une question. Il y a un ouvrage, enfin tu parlais de plusieurs méthodes que tu as suivies. Il y a plusieurs ouvrages. Et alors il y a un ouvrage notamment de Tenzin Wangyal Rinpoche, qui est c'est du Beun, je crois. Il y a un ouvrage il y a plein. Je crois qu'il y en a à la boutique. Oui. C'est le meilleur, je pense. Mais sinon, il y a un anglais, un auteur américain que j'ai interviewé sur ma chaîne. Vous pourrez voir l'interview. Allez sur la chaîne. Voilà. Il s'appelle Andrew Oleczek, donc H-O-L-E-C-E-K, qui a suivi, donc il a fait la retraite de 3 ans, 3 mois et 3 jours. Et donc, il est de la tradition tibétaine et il a fait un livre sur les bardos, un livre sur le yoga du rêve, un livre sur le yoga du sommeil. Et c'est très... on est très dans notre cadre à nous en ce moment. Donc, c'est des livres que je recommande. J'ai une question. Est-ce qu'il y a des contre-indications pour des personnes qui auraient des problèmes de type... schizophrénie, des choses comme ça, est-ce que ça peut être un déclencheur de... Ça a l'air un peu, j'allais dire dangereux, ça a l'air un peu épineux. C'est une très bonne question, pas plus qu'avec la méditation. Mais pas moins non plus. C'est-à-dire qu'on joue quand même avec son esprit, et je sais que dans les livres que j'ai lus, ils ont plutôt tendance à dire que c'est sans danger. Moi, je ne peux pas dire que c'est sans danger parce que je ne suis pas médecin. Mais je sais qu'il y a des difficultés qui peuvent se révéler avec toute pratique qui sont plus ou moins liées au tantra. Donc, toujours faire attention quand on a des vrais problèmes psychiatriques, c'est-à-dire plutôt des problèmes de schizophrénie ou des choses comme ça. Moi, je resterai quand même attentif à peut-être prendre conseil auprès d'un lama expérimenté ou d'un vrai maître, quelqu'un qui aura reçu vraiment des initiations et qui est plutôt sensibilisé aussi à ces problématiques psychiatriques. Merci Ludovic pour ce témoignage. Ça c'est parfait. Donc Ludovic à la droite, on a toute un groupe de personnes qui animent des groupes, des gens qui les suivent.
peut-être qu'on peut supposer que dans les années à venir, tu ne sois plus tout à fait à la place où tu es en ce moment, et qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par ce que tu fais. Et bien sûr, après avoir été de nombreuses fois sur ta chaîne, on peut peut-être imaginer que tu aies d'autres activités que celles de filmer, et que toi-même, tu reçoives des personnes, et que tu donnes des conseils, et que tu accompagnes ceux qui le souhaiteraient. On peut imaginer des choses comme ça. On peut l'imaginer, non? Oui, bien sûr. On peut imaginer qu'à un moment donné, vous soyez amené à rencontrer le public et à lui faire part de votre travail, de vos progrès, et lui poser des questions si vous souhaitez faire des progrès dans ce sens. On peut imaginer ça, Ludovic? On peut imaginer, surtout que maintenant, comme professionnellement, j'ai plus que ça, hein. Donc j'ai du temps. Tu seras en train de nous dire que finalement, le karma fait bien les choses, quoi. Oui. Il n'a jamais tort. Il n'a jamais tort. C'est ce que m'a expliqué Pierre Bourges. Ok, bon, je laisse cette idée de côté, mais je pense que ça pourrait intéresser certains. C'est bien. Une fois, j'avais dit ça, donc il y a quelqu'un qui disait « Ouais, c'est super, on a une lumière ici, on est tranquille et tout. » La personne était contente. Je dis « Ok, mais ce qui est encore plus super, c'est qu'il y ait autant de lumière que de personnes pour éclairer derrière autant d'autres personnes pour éclairer. C'est-à-dire que ce n'est pas une personne qui fait la lumière, mais tous vous faites la lumière. C'est-à-dire qu'après vous démultipliez, vous apprenez, vous allez dans un domaine que vous creusez comme c'est pas imaginable, vous faites des choses qu'on a envie de faire, et vous déclenchez des motivations, et après ça donne de l'espoir, et ça donne un chemin à suivre à ceux qui cherchent un chemin à suivre. Donc c'est des lumières qu'on démultiplie comme ça. Tant mieux. Voilà. Mais tout ça, c'est grand. Je ne vous ai pas donné le troisième signe de réussite. C'est en rapport avec la question la dernière question qui a été posée. Ce qu'on dit dans les enseignements sur la journée à rebours, c'est qu'on fait des enseignements, c'est très petit, hein, c'est qu'effectivement, il y a un troisième signe possible. En règle générale, quand il se produit, mais effectivement, j'ai jamais, je pense que ça marche. Il ne se produit jamais pendant qu'on fait la journée à rebours. Il se produit à d'autres moments dans la journée. Le signe, c'est le suivant. Ça concerne les personnes qui ont des amnésies, qui ont une amnésie, qui ont eu un traumatisme. Il y a des personnes qui gomment quelques minutes, quelques heures ou quelques jours de leur vie à cause d'un traumatisme. Et moi, je croyais que c'était assez rare, mais en fait, il y en a beaucoup plus que... J'ai découvert qu'il y avait beaucoup plus de personnes que je pensais. Là, je n'ai pas le temps de vous donner des exemples, mais il y a vraiment beaucoup de personnes à qui c'est arrivé. Des situations insupportables. Et la journée à rebours, c'est incroyable. C'est à un moment donné, dans un autre moment de la journée, tout peut revenir en bloc. Et on n'a pas le temps ce matin, mais j'ai des témoignages incroyablement émouvants de personnes à qui c'est arrivé. Et alors, elles font toutes ces personnes, hommes, femmes, apportent toutes le même commentaire. En plus d'avoir vécu ça, il dit je me souviens de tout, mais ça ne me fait plus rien. C'est comme si ça avait remis les compteurs à zéro. Une seule fois, j'ai eu un exemple d'un témoignage qui contredisait un peu ça. C'était, à l'époque, je travaillais avec le Conseil général de la Vienne pour l'ouverture de Center Parcs. Et on formait des personnes au RSA avec des accompagnateurs du Conseil général. J'avais donc les personnes du RSA qui étaient très très nombreuses. Et j'avais à former les accompagnateurs du Conseil général, il y avait quand même plus d'une vingtaine de personnes. Et donc on avait régulièrement des témoignages de gens comme ça. À chaque fois, c'était très émouvant. Et des gens qui ne parlent pas d'habitude, des dames africaines qui ne parlent pas, puis qui disent juste en quelques mots, mais qui nous racontent des trucs sur des abus sexuels. On ne sait pas quoi dire, quoi.
Et puis vraiment naturellement, on se disait, c'est bon, ça ne fait plus rien, ça va. Et un jour, une fois, il y a une dame qui dit, moi, il s'est passé quelque chose, et c'est un peu différent. Elle était en train de faire la journée à rebours. Et le téléphone sonne. Et elle va répondre au téléphone. Et elle entend la voix de son oncle. Et en entendant la voix de son oncle, elle se rappelle qu'il avait abusé de lui quand elle était toute petite. Elle se rappelle de tout. Et là, elle essaie de gérer la situation. Donc, elle a des attouchements, des choses comme ça. Donc, elle essaie de gérer, parce qu'il y a longtemps, il y a prescription, quoi. Elle essaie de gérer la situation pour que ça se passe bien. Elle raccroche, puis elle est complètement perturbée. Puis elle raconte à son mari ce qui s'est passé. Et son mari, il engueule. Il a fâche, il dit, ça va pas. Quand tu fais des pratiques comme ça, il ne faut pas répondre au téléphone. C'est la sagesse. Et il avait raison. Oui. Et bon, ça va, après, elle a accusé le coup. Mais c'est le seul cas unique où j'ai vu quelqu'un un peu perturbé par ce genre de choses. Mais pour les autres, c'était vraiment toujours des témoignages très... Ouf, ça décoiffe quand on entend des choses comme ça. Moi, les collègues, là, les accompagnateurs du conseil général, ils étaient comme moi. On dirait quand même, c'est quand même... Oh. Mais, par contre, tout le monde dit, c'est bon. Ça me fait peur. C'est comme s'ils avaient digéré le truc. Alors, bon, c'est pas... On ne fait pas de psychothérapie, c'est pas notre métier, hein, c'est pas du tout quelque chose qui est voulu ou recherché. Mais n'empêche, c'est quelque chose qu'on peut constater quand on fait certaines pratiques. Il peut se passer des choses comme ça. Mais effectivement, Ludovic le dit très justement, quoi. Si on a appris avec des lamas qualifiés, si on fait les choses comme on nous a appris à les faire, dans les règles, vous voyez, en règle générale, il n'y a pas de danger, ou alors on ne nous apprend pas à le faire. Et si on fait les choses correctement comme on nous a appris à le faire, c'est qu'il n'y a pas de danger pour nous. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire la journée à rebours à voix haute ou on peut le penser? Juste penser. Ouais. Alors, il y a des personnes qui ont développé des applications aussi intéressantes par rapport à ça. Il y a deux choses. La première, j'ai tellement eu de stagiaires que j'ai des exemples en pagaille. La première, c'était une personne qui devait aller, à l'époque c'était l'NPE, mais là après c'est Pôle emploi, qui avait un rendez-vous mais qui avait perdu des papiers importants. Donc grâce à la journée à rebours, elle a tout retrouvé, ses papiers. D'autres exemples aussi, un monsieur qui s'était fâché avec sa femme et tout, il passait la soirée à se faire la tête. Et après, quand il va se coucher, il fait la journée à rebours. Il se souvient qu'il lui a dit une grosse bêtise dans la discussion. Il avait tort. Il avait dit un truc qui était faux et qu'il avait tort. Et il a été s'excuser. Oui, ça va. Mais, un autre exemple, et là c'est plus en rapport avec ta question. Attends, comment ça marche? Ah oui, c'était pas la journée à rebours. Mais c'est par rapport à la formalisation vote. C'était pas la... vous savez, quand on travaille sur la journée à rebours, quand on travaille sur le yoga du rêve, quand on travaille sur Samatha, un peu tout, il y a un lien entre tout ça, quoi. Ce qu'on fait dans la journée, ce qu'on fait la nuit, vous voyez, l'un renvoie à l'autre, on va le dire comme ça, quoi. On a conscience de ces actes, on a une autre conscience, hein, on peut le dire comme ça, on a une autre conscience de ces actes dans la journée. Et donc il y avait des personnes, c'était en Charente, je crois, par là. Il y a une personne, justement, elle avait dit un truc, un peu avec la voix. Elle avait dit, je ne sais plus comment c'est fait. Ah oui. C'était par rapport au TOC. Son truc, c'était qu'elle avait un TOC. Et elle n'avait pas dit au groupe avant. C'était pas avant. Elle a dit après. Et en fait, elle avait trouvé un truc assez fantastique par rapport à ça. C'est développer son attention. C'est-à-dire, quand elle part de chez elle, est-ce qu'elle ferme bien le gaz avant de partir? Est-ce qu'elle atteint bien la lumière? Et ça ne suffit pas pour lui, les TOC. Et donc, par contre, comme on avait beaucoup travaillé sur la mémoire, aussi sur la mémoire visuelle, la mémoire auditive et les traces mésiques, elle avait compris toute seule qu'elle pouvait faire plus. Et donc, ce qu'elle faisait, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire au moment, alors il faut que les gens à côté soient prévenus parce que ça fait bizarre, au moment où elle ferme son robinet de gaz, elle dit à voix haute, je ferme le gaz. Au moment où elle éteint, j'ai éteint la lumière. Et après, elle arrive à sa voiture. Elle essaie de se souvenir si elle a fermé le gaz, mais elle a la voix dans la tête, la mémoire auditive. Elle prend sa voiture et s'en va travailler. Elle ne fait pas demi-tour comme d'habitude.
C'est joli comme histoire. Oui, c'est les personnes entendent des explications sur ce qu'on peut faire avec la concentration, avec la mémoire, etc. Mais arrivent des fois à faire des choses comme ça. Et c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est intéressant pour ça. Ça permet de dépasser des problématiques. Est-ce que ça t'intéresse? Je raconte une expérience d'hier soir, un travail pratique qui s'est fait sans que je le veuille par rapport à mon chien. Parce que quand je suis venue ici, mon chien était presque mourant. Oui. Et puis quand j'ai commencé à travailler, on m'a dit il va mieux et tout et tout. Alors on a donc travaillé sur cette recherche de Samantha. Et hier soir, j'apprends que mon chien brutalement était en train vraiment de partir. Ouais. J'ai dit oh là là. Alors c'était mon adoré ce chien. C'était un attachement, désir terrible. Et je me suis dit mais attends, regarde bien, qu'est-ce que tu es pour lui? Est-ce que c'est pas plutôt vraiment un attachement égotique que tu as avec lui? Et puis, je suis allée me promener dans les champs, j'ai vu les pauvres vaches qui regardaient, je savais qu'après, dans quelques temps, c'est un abattoir, j'ai regardé leurs pauvres yeux et tout. Je me suis dit, eh bien, je peux avoir autant d'amour pour elles qui sont condamnées plus que pour mon chien, avec qui c'était maman Fifi, quoi. Vraiment, je me suis dit, alors attends, alors regarde, c'est ton attachement, c'est de l'ego, c'est pas bon. Et maintenant, tu vas le repousser et tu vas essayer d'être clair. J'ai fait ça hier soir, et ben, j'ai pas souffert du tout. Chaque fois qu'une image de la chienne venait, j'ai réussi à mettre la paix et pour l'instant je souffre pas. Waouh! Très belle histoire. J'espère que ça va continuer, mais j'ai un travail à faire là-dessus pendant plusieurs jours, mais ça vient juste en application de tout ce que ça a dit. Oui. Je remercie pour ça parce que j'aurais pas su le faire. Là, il y a 10 ans, j'ai perdu un chien, j'ai pleuré pendant un mois, et là je suis quand même relativement bien en paix. Ben, c'est vraiment, merci beaucoup pour ce témoignage que tu nous donnes. C'est très joli. Merci à toi. Merci au Bouddha. Merci au Bouddha. Merci à nos maîtres, merci au Bouddha. Et puis comme ça, on laisse les Bouddhas en paix au lieu de les faire souffrir par notre torture d'ego. Aussi, puisque c'est notre Bouddha intérieur aussi. Donc on va laisser en paix si on arrive. Ouais. On va y arriver, hein? Il va falloir. Ouais. De toute façon, on a jusqu'à cet après-midi pour terminer la retraite, mais après, je vais refaire. Non, vraiment, c'est bon, on est bien parti. En tout cas, toi, tu es bien parti. Les autres aussi, je pense. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas. Merci encore une fois pour ce très beau témoignage. Je vous propose qu'on arrête pour ce matin. Je crois qu'on a même un petit peu dépassé.